Mes chers amis, voici la vidéo qui résume ce que je vous ai démontré depuis plusieurs semaines. Nous sommes au 2 novembre 2025. Soyez fiers de votre armée. Le saviez-vous qu'une... Je vais essayer de vous avoir la vidéo. Bonjour, chers internautes. Voilà, très bien. Nous sommes au 2 novembre 2025. Soyez fiers de votre armée. Le saviez-vous qu'une date avait été programmée pour la chute du Mali? Le saviez-vous que 45 jours avant les élections du 25 octobre 2025, des élections ivoiriennes, les ennemis du Mali et leurs alliés avaient décidé d'encercler la capitale malienne, d'envahir la ville de Léré, la ville de Kidal, la ville de Ménaka, et de foncer jusqu'à d'autres villes? Il y avait deux équipes. La première équipe, qui était chargée de faire tomber la capitale malienne, était le Djinim. Et la deuxième équipe, qui devait faire tomber Kidal et environ, était le FLA, de ceux qui se disent les Azawadiens. Pour vous dire, de ceux qui se disent les Azawadiens. Pour vous dire, tous les mercenaires les plus redoutables de l'Algérie, de la Libye et de l'Ukraine ont reçu de grosses sommes pour participer à ce combat. Qui a remarqué qu'avant, la zone de Sikasso n'était pas dominée par le Djinim? Qui a remarqué qu'avant, la zone Kolondieba jusqu'à Kadiana, la zone de Sikasso jusqu'à Kadiolo, de Sikasso jusqu'à Ouélé-Sébougou, la zone Ouélé-Sébougou jusqu'à Sanakoroba, la zone Sibi jusqu'à Narena passant par Kangaba jusqu'à la frontière guinéenne, n'était pas aussi considérée par les terroristes. Mais depuis l'approche des élections ivoiriennes, le peuple a bel et bien remarqué que ces zones ont été brusquement dominées par les terroristes. Et beaucoup de Maliens se posent la question. Comment ont-ils sauté du nord au sud? Eh bien la réponse est très simple. Sachez d'abord que les services de renseignement maliens étaient au courant de tout ce qui se préparait, et avec des dates précises. Et il y avait environ 5000 terroristes du Djinim, dont des jeunes âgés de 14 à 25 ans, et quelques terroristes du FLA infiltrés entre les frontières guinéennes et ivoiriennes sur le sol malien. Soyez sûrs d'une chose, un pacte de protection de frontières et de non-agression, ni d'attaque, avait été signé entre la Côte d'Ivoire et quelques opposants maliens. Cette réunion s'était tenue dans la capitale ivoirienne de façon discrète, 3 mois avant les élections de la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette réunion? Tout simplement parce que le gouvernement ivoirien pensait que les opposants ivoiriens allaient se servir du Mali pour attaquer la Côte d'Ivoire. Or, cette information qui avait été donnée par les opposants maliens était fausse. À cause de cette fausse information, les éléments clés de la Côte d'Ivoire ont donc décidé de prendre le Djinim comme bouclier. Plusieurs millions de dollars américains ont été déboursés. Les terroristes du Djinim ont bel et bien atterri par avion en Côte d'Ivoire en quittant la Mauritanie. Vous entendez bien? Et ils ont été déployés à la frontière ivoirienne, sur des motos, puis ils ont roulé pour rentrer au Mali. Voilà comment le sud du Mali a été dominé en quelques mois. Pris par cette joie, et croyant que grâce au soutien de la force ivoirienne ils pourraient renverser la transition, les ennemis sont allés créer un groupe WhatsApp et l'ont appelé FPR, Front Patriote de Résistance. Front Patriotique. Et regardez vous-même ceux qui sont membres de ce groupe, et vous saurez qui sont ceux qui sont derrière tout ça. Plein de numéros maliens et de numéros ivoiriens. Plein de numéros maliens et ivoiriens ont été saisis. Mais ce qu'ils ne savent pas, tous ceux qui ont des arrobases, nous savons ce qu'ils font. Il est impossible de nous échapper. Lorsque le Djinim a pénétré le sol malien, le gouvernement a interdit alors de vendre le carburant dans les villages. Et les drones ont commencé à les bombarder. Lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient en train de perdre du personnel, alors ils ont commencé à s'attaquer aux motos des habitants des villages. Lorsqu'ils rencontrent un habitant en circulation, en allant au champ, il vide son réservoir. Ou encore ils lui arrachent sa moto pour pouvoir continuer leur route. Tellement qu'ils avaient le manque de carburant, il fallait voler. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'attaquer au convoi de carburant. Leur objectif était de pouvoir voler du carburant et s'approvisionner. Alors ils ont commencé à s'en prendre aux biens de la population. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils venaient de montrer leur vrai visage à la population. Pendant ce temps, les drones maliens les neutralisaient centaines par centaines comme des fourmis. À chaque fois qu'ils se regroupaient, ils étaient bombardés. Tout leur plan était fauché. Il était impossible d'avancer vers la capitale malienne, car l'idée était simple. Si la capitale tombe, la transition tombe. Dans leur plan, lorsque les élections ivoiriennes passaient, l'assaut de Bamako serait donné, et les opposants maliens, depuis leur position, allaient faire une déclaration. Malheureusement pour eux, les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Le saviez-vous que le gouvernement malien était au courant de tout, de toute la stratégie mise en place par les ennemis et leurs alliés depuis le début? Ce qui va vous étonner, c'est que les ennemis ne valent plus 200 personnes entre les frontières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ils sont en train de fuir pour rentrer au sud, en passant Sikasso, la zone de Koutiala en allant vers Kouri, pour prolonger vers Banamba puis Nioro du Sahel, ensuite Fassala. De Fassala, ils fonceront vers le village qu'ils occupent en Mauritanie, appelé Boutalaye, qui est l'endroit même où Amadou Koufa se trouve souvent. Remarquez une chose, puisque les ennemis et leurs alliés ont perdu beaucoup de gens dans cette stratégie d'attaque et ont très mal, ils sont allés s'asseoir à la télé pour mentir encore que le Djinim n'avait pas l'intention d'attaquer Bamako. Écoutez bien. Demandez-leur pourquoi, depuis qu'ils ont su que le Djinim multiplie les attaques vers le sud, ils n'ont pas fait cette déclaration. Et c'est une stratégie Antoine Glaser. logistique d'encerclement pour finalement, au niveau alimentaire, au niveau du carburant, en fait, faire en sorte que les populations soient de plus en plus sous la pression et qu'ils visent en fait une sorte de révolte sociale interne à Bamako. Le Djinim n'a pas la capacité réelle de prendre la ville. Et c'est quand l'armée malienne a bien maté le Djinim qu'ils viennent tromper la vigilance des Maliens. Eh bien, dites-leur que tout est déjà su et qu'ils ne pourront rien faire. Dans toute cette guerre, il faut dire merci au peuple malien, car sans l'amour d'un peuple, un pays ne peut rien gagner. Allez-y dire aux opposants maliens qu'ils sont obligés de se rallier à l'État malien. Sinon, ils vont vieillir en exil ou mourir en exil sans devenir président un jour. À bon entendeur, tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. Voilà. Bonjour chers internautes. Voilà. Ce reportage est amplement diffusé depuis quelques heures, dans la plupart d'ailleurs des réseaux sociaux. Vous pouvez avoir l'occasion de le regarder à nouveau, si vous le souhaitez, sur notre page Facebook, Franklin Yamsi. Alors, ce reportage, vous pourriez dire, mes chers amis, c'est un reportage, c'est un montage d'images, c'est un montage vidéo. Vous pourriez dire, pourquoi aurait-on à croire davantage ce que dit ce reportage que ce que dirait quelqu'un d'autre? Eh bien, moi, mon intervention aujourd'hui consiste à vous montrer que ce reportage ne fait que confirmer ce que vous, nous, savions déjà. Et ce que, pour ma part, j'avais déjà établi par les moyens de l'enquête scientifique directe. Qu'est-ce qui est établi dans ce reportage? Premièrement, c'est incontestable. Les groupes terroristes qui s'attaquent au Mali s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. Et ces deux organisations terroristes ont été créées dans les années 80 par les États-Unis et dans les années 2010 par le régime américain de Barack Hussein Obama. Pour ce qui est d'Al-Qaïda, vous tapez le mot Al-Qaïda sur Google, vous pouvez retrouver la plupart des souches d'archives sur Al-Qaïda. Elles vous reconduisent aux services américains qui ont créé cette organisation à l'époque pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Pour ce qui est de l'État islamique, c'est l'actuel président américain qui a formellement révélé en premier que l'administration de Barack Hussein Obama et d'Hillary Clinton était à l'origine de la création du second grand groupe terroriste mondial, à savoir l'État islamique. Mieux, en cette année 2025, qui s'achève bientôt, les services officiels américains ont déclassifié plusieurs documents. Et grâce à Mme Tulsi Gabbard, qui est la chef actuelle du renseignement américain, grâce à M. Elon Musk, qui a été un temps le directeur de l'agence de la bonne gouvernance américaine, l'opinion américaine et mondiale a pu être édifiée sur les financements directs sortis des caisses de l'USAID vers les organisations terroristes. De telle façon que on sait très bien que les organisations terroristes qui attaquent l'Afrique sont des groupes de mercenaires des pays de l'OTAN. Pour ce qui est de la France, un article publié par France 24 le 30 juillet 2014 présentait la France comme étant le premier banquier des djihadistes au Sahel. Cet article, basé sur des déclassifications américaines, établissait que le mécanisme de financement des criminels terroristes d'Al-Qaïda et de l'État dit islamique consiste à leur donner des otages et sous couvert de payer les rançons pour libérer ces otages, on leur donne en fait les moyens de s'approvisionner en armes, on leur donne les moyens d'acheter du personnel de combat, on leur donne des moyens pour se nourrir et même pour se gaver de biens. Et les gouvernements du Mali, du Burkina Faso, du Niger ont de façon récurrente et flagrante établi ces dernières années le soutien du gouvernement français à cette déstabilisation de la région sahélienne, de la région africaine, à travers les organisations terroristes. Une affaire est même pendante au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque le Mali y a officiellement porté plainte et que la partie française a refusé la confrontation de peur d'être éclaboussée par les preuves abondantes détenues par la partie malienne. Donc le premier fait qui est établi dans le documentaire que vous avez vu est un fait scientifique internationalement reconnu. Tout le monde sait qui est Al-Qaïda et qui est l'État islamique. Et c'est pour cela qu'en 2013, lorsque le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, demande au ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, de bien vouloir
éviter d'utiliser le veto russe lorsque la France va demander à intervenir militairement au Mali pour combattre ce qu'on appelle à l'époque abusivement les djihadistes? La réponse que M. Lavrov fait à M. Fabius est restée célèbre. Mon cher Laurent Fabius, la Russie vous permet d'intervenir pour stopper les terroristes qui veulent attaquer Bamako. Ok, mais n'oubliez pas que vous vous préparez à combattre, vous, Français, maintenant au Mali, les terroristes que vous avez armés en Libye contre Kadhafi. Réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, il est important que vous sachiez que les Africains savent que les organisations terroristes qui attaquent le Sahel, qui attaquent le Golfe de Guinée, qui attaquent la République démocratique du Congo ou qui attaquent le Mozambique, ne sont pas des organisations religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires de l'oligarchie politico-militaire occidentale. Ça, c'est le fait de base. Tant que ce fait n'a pas été intégré dans le cerveau d'un être humain, il n'est pas digne de discuter de géopolitique africaine. Et ce fait est affirmé dans cette vidéo. Ce n'est pas cette vidéo qui me prouve que cela est vrai. Ce sont mes propres enquêtes scientifiques qui me l'ont prouvé. Et j'ai produit un livre qui est le livre phare de la géopolitique africaine de l'année 2025. L'impérial terrorisme. Vous auriez tort de ne l'avoir pas encore commandé et de ne l'avoir pas encore lu. Il est disponible sur Amazon. On peut le trouver à Bamako, à la librairie Ba. On peut le trouver à la librairie, Mercury de Ouagadougou. On peut le trouver à l'ONEP de Niamey. L'impérial terrorisme. Ou alors le commander via Amazon sur Internet. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième fait qui est révélé dans cette vidéo. Affirmé dans cette vidéo. À savoir que les attaques contre les convois de carburant du Mali ne faisaient partie en réalité que d'un vaste plan et qui avait pour but de prendre la capitale du Mali, Bamako, afin de proclamer un nouveau régime politique. Ce nouveau régime politique que les terroristes mercenaires de l'impérialisme occidental voulaient proclamer aurait bénéficié, s'il avait été installé, il aurait bénéficié de la participation de plusieurs opposants maliens planqués en Côte d'Ivoire et en France. Voilà le deuxième fait qui est dit dans la vidéo. Vous pouvez toujours poser la question suivante. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Laissons la vidéo. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? En effet, c'est vrai que depuis la Côte d'Ivoire et la France, de nombreuses personnalités politiques maliennes travaillent à la déstabilisation du Mali. Pour preuve, à partir de la Côte d'Ivoire, un certain monsieur Ibrahim Aïnéa Kamara s'était proclamé président de la République du Mali, avec l'approbation, la bénédiction des autorités ivoiriennes. Preuve 1. Preuve numéro 2, je parle de la Côte d'Ivoire. Un commando de 49 mercenaires, déguisés en coiffeur, en cuisinier, en tailleur, avait été introduit pour s'installer dans l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou, dans le but d'assassiner les dirigeants de la révolution malienne. C'est le fameux complot des 49 Gugus, des 49 Watner, comme nous l'avons appelé, et qui a valu une incarcération de plus de 6 mois à ces vauriens, avant que par magnanimité, par compassion, le président Assimi Goïta les renvoie dans leur pays, non sans avoir subi une condamnation exemplaire des tribunaux maliens. Deuxième preuve. Troisième preuve, c'est évident qu'à partir de Paris, et il n'y a qu'à voir pour cela les pages Facebook d'Étienne Vakaba Sissoko, ou de Malik Konaté, qui sont des agents de la communication de déstabilisation du Mali à partir de Paris. Il n'y a qu'à voir le contenu de leur page pour savoir qu'il y a des groupuscules de Maliens. Il n'y a qu'à prendre les interviews de ce Braya et de ce Nula, d'Oumar Mariko, pour comprendre que Paris est une base arrière de la déstabilisation du Mali, et assumée comme telle. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de cette vidéo pour savoir que la Côte d'Ivoire de Ouattara, Draman, et la France actuelle de Macron sont des bases arrière de la déstabilisation du Mali, par des Maliens. Je dis bien par des Maliens. On ne parle même pas encore des Ivoiriens ou des Français impliqués dans l'affaire. Donc voilà le deuxième fait qui est établi par d'autres moyens que la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui se promènent et qui disent « la vidéo là ne prouve rien ». Non, la vidéo là, elle résume tout. Elle n'est pas là pour prouver, elle résume ce que nous savons. Et tous ceux qui écoutent les conférences de votre serviteur n'ont rien appris dans cette vidéo. Ils n'ont rien appris. Ils ont au contraire fait une révision générale des faits. Des faits. Ils ont en réalité une vision générale des faits que nous sommes en train d'alléguer. D'accord?
Très bien. Maintenant, je continue. Troisième point. C'est un troisième point qu'on écoute dans la vidéo et qui mérite d'être médité. C'est la liste des pays qui ont explicitement participé à cette opération. L'opération Attaquons Bamako, prenons Bamako, pour pouvoir imposer un nouveau gouvernement qui sera une alliance entre les terroristes et les anciens opposants politiques civils. Les terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique, les terroristes du FLA, Front soi-disant de libération de l'Azawad, les terroristes du MNLA, bref, tout ce conglomérat de criminels allait s'associer aux renégats, à ceux qui ont renié leur patrie, pour la livrer au Chénapan, et ils allaient s'organiser, croyait-il, pour gouverner le Mali à partir de Bamako. Alors, quels sont les pays qui sont cités? Et là encore, la vidéo ne nous apprend rien. C'est une vidéo qui est récapitulative, c'est un résumé de ce que nous savons. L'Algérie. Est-ce que c'est la vidéo qui nous apprend que l'Algérie est une base arrière pour la déstabilisation du Mali? Non. C'est un fait connu depuis très longtemps. Les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie se sont d'ailleurs dégradées après que l'Algérie ait expressément participé à une agression terroriste ouverte contre le Mali en détruisant un drone militaire malien en territoire malien. C'était dans la nuit du 31 mars 2025 au 1er avril 2025. Oui ou non? Le Mali a même initié à ce moment-là, par la suite, une action judiciaire devant la Cour internationale de justice. L'Algérie a fui le tribunal. Donc, nous n'avons pas besoin de cette vidéo-là pour savoir que l'Algérie est une base arrière de déstabilisation du Mali. Et on sait pourquoi les Algériens le font. C'est parce qu'ils veulent, à travers les sécessionnistes, les rebelles, eh bien, les terroristes, ils veulent avoir la même mise sur les richesses pétrolières, gazières, hydrauliques, faramineuses du nord du Mali. On sait que c'est pour cela que les Algériens le font. Ils ne veulent pas voir émerger une grande puissance en Afrique noire, au sud de leurs frontières. C'est la logique des nouveaux généraux, narcotrafiquants, duplicitaires et indignes de l'idéologie de libération du FLN historique. Un autre pays est cité, c'est la Mauritanie. Ne me dites pas que c'est cette vidéo qui nous apprend que la Mauritanie est une base arrière du terrorisme. Nous avons eu plusieurs faits scientifiquement incontestables prouvant que la Mauritanie est une base arrière des attaques terroristes contre le Mali. J'en cite un, sur lequel j'ai insisté il y a plusieurs mois. La journaliste Anne-Fleur Lespio, auteure d'un reportage sur les activités des terroristes au Mali, au Sahel, a reconnu dans ce reportage publié sur France 5, France Télévisions, elle a reconnu qu'elle est entrée en territoire malien, dans la zone nord, à partir de la Mauritanie, en compagnie des rebelles de l'Azawad et des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Anne-Fleur Lespio, une journaliste française, reconnaît être entrée frauduleusement en territoire malien avec les terroristes, mais à partir de la Mauritanie. Ça, c'est un fait. On ne peut pas reprocher à Anne-Fleur Lespio d'avoir menti, puisque en effet, elle est vraiment entrée au Mali, elle l'a montré dans son reportage, et elle avoue elle-même, sans y avoir été forcée, elle avoue qu'elle est entrée au Mali à partir de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'elle est arrivée régulièrement en Mauritanie, et les autorités mauritaniennes ont permis un regroupement de terroristes sur leur territoire, dans lequel se trouvait Mme Anne-Fleur Lespio, lequel regroupement de terroristes est entré de manière frauduleuse, illégale, dans le territoire malien, avec la journaliste française. On pourchasse les Maliens, on pourchasse les Africains aux portes de l'Europe. Quand les Africains n'ont pas de papier, ils rasent les murs à Paris. Quand on les attrape, on les entasse comme des bêtes de somme dans les centres de rétention administrative pour les expulser. Mais une journaliste française est fière de violer les lois de l'immigration du Mali, d'entrer illégalement dans son territoire avec la couverture de terroristes. Et elle l'écrit, et elle s'en réjouit. Donc je n'ai pas besoin de la vidéo que je vous ai montrée pour savoir que la Mauritanie est une base arrière du terrorisme contre le Sahel. Je n'en ai pas besoin. J'ajoute une deuxième preuve concernant la Mauritanie. La deuxième preuve concernant la Mauritanie, mais ce sont les révélations des services russes qui ont identifié l'ambassadeur d'Ukraine en Mauritanie comme étant l'un des plus grands pourvoyeurs d'armes au groupe terroriste. Les livraisons d'armes au groupe terroriste à partir du territoire mauritanien sont un fait banal. Et enfin, j'ajoute une quatrième preuve. Là, ce sont les comptes rendus de l'armée malienne, des forces armées maliennes, qui plusieurs fois ont fait état de ce que c'est à partir du territoire mauritanien que les incursions sont préparées contre le territoire malien et que les terroristes, dès qu'ils sont en difficulté au Mali, s'enfuient en Mauritanie comme ils s'enfuient en Algérie, comme ils s'enfuient en Côte d'Ivoire, où ils bénéficient, bien sûr, de la bienveillance des autorités complices. On passe au troisième pays. On passe au troisième pays. Le troisième pays qui est cité dans cette histoire, c'est la Côte d'Ivoire. Il est dit dans la vidéo que la Côte d'Ivoire donne ses aéroports pour l'atterrissage d'armes qui sont par la suite distribuées aux terroristes. Et la vidéo explique pourquoi c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, les terroristes, globalement, sont situés dans la zone nord
et dans la zone nord, on va dire ouest, nord-ouest du Mali. C'est-à-dire, globalement, qu'ils ont pour base arrière actuellement l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie au nord, la Mauritanie